Si l'on veut connaître les facteurs d'exposition à une maladie, on réalise une étude cas témoin. Prenons l'exemple de la cysticercose, qui est une maladie rare causée par Taenia solium issue du porc. Nous aimerions connaître les situations où nous sommes susceptibles d'être contaminés par les œufs du parasite. Donc sur quel critère de jugement principal va reposer cette étude? La réponse: il n'y en a pas dans les études cas témoins. Nous allons devoir constituer notre échantillon de malades vs témoins. Il faudra des personnes atteintes par la cysticercose. Mais encore faut-il les diagnostiquer. Nous allons donc commencer par mettre en place des examens diagnostiques les plus objectifs possibles, comme par exemple réaliser des imageries ou de la biologie. À ce moment-là, il faut bien distinguer deux cas. Soit on procède avec des cas prévalents, les patients étaient déjà malades avant le lancement de l'étude, soit on procède avec des cas incidents, les patients sont recrutés au fur et à mesure, ainsi, leur recrutement se fait au moment du diagnostic. On a nos 48 malades, il faut maintenant les comparer avec des témoins, mais pas n'importe lesquels. Il faut des personnes non malades, mais issues de la même population d'origine. Ainsi, si nos malades proviennent d'une zone rurale dans une province de Chine, alors les non malades aussi. Ensuite, on va apparier un malade avec un témoin qui lui ressemble le plus possible. Si le malade est un homme de 40 ans, fermier avec un bas niveau d'éducation, alors on va trouver un non malade homme de 40 ans, fermier avec un bas niveau d'éducation. En fait, on risque des biais de sélection, puisque nous choisissons nous-mêmes qui apparaît avec qui. Il n'y a pas de randomisation. Mais en échange, cela permet de lutter contre de potentiels biais de confusion. On peut aussi limiter les biais de confusion en faisant ce qu'on appelle la restriction de la population. On va donc exclure les patients présentant le facteur de confusion. Par exemple, si la cysticercose se développe plus facilement chez les immunodéprimés, alors on va exclure cette population de l'étude. En général, dans une étude, on choisit un témoin pour un malade. Dans notre exemple, nous allons choisir 4 témoins pour un malade, donc 4 pour 1. Nous avons donc maintenant 192 témoins pour 48 malades. En augmentant le nombre de sujets, on augmente ainsi la puissance statistique de notre étude. Mais comment avons-nous choisi 48 et 192? En effet, ce nombre de sujets à inclure a été fixé a priori, avant le recrutement. Il a été calculé en fonction de la fréquence d'exposition chez les témoins. Par exemple, 49 personnes élèvent des porcs sur les 192 témoins. Or, si on avait choisi beaucoup moins de témoins, il n'y aurait que très peu d'éleveurs de porcs finalement. Le nombre de sujets à inclure a aussi été calculé en fonction de l'odd ratio, que nous souhaitons mettre en évidence, tout en estimant un risque d'erreur alpha fixé à 5% et un risque bêta inférieur ou égal à 20%. Une fois nos malades et non malades recrutés, c'est très simple. Nous allons enfin passer à l'étape maîtresse de notre étude cas témoin, la distribution du questionnaire, avec les possibles facteurs de risque pour la cysticercose. Les sujets de l'étude vont donc cocher si oui ou non ils se lavent les mains après avoir déféqué, élèvent des porcs, savent reconnaître ou non une viande infectée, etc. Cela expose aussi à un biais de mémorisation. Ensuite, on récolte toutes ces données et on réalise un tableau de contingence. On réalise ensuite le calcul de l'odd ratio, aussi appelé rapport de cote. C'est le rapport des diagonales. A fois D et B fois C. Cela permet d'estimer la cote entre les cas et les témoins. Un odd ratio égal à 1 indique qu'il n'y a pas de relation démontrée, mais sans l'exclure totalement. Si l'odd ratio est inférieur à 1, c'est un facteur protecteur. Si l'odd ratio est supérieur à 1, c'est un facteur de risque. Donc ici, l'odd ratio élevé des porcs, ne pas élever des porcs, est de 2,1, avec un intervalle de confiance à 1,2, 5,7, avec un petit p inférieur à 0,05. Ces paramètres doivent absolument figurer dans les résultats. On peut aussi choisir de représenter le tableau présent sous la forme d'un forest blot. Il y a un inconvénient majeur avec cette étude épidémiologique cas témoin analytique, c'est qu'elle représente un faible niveau de preuve niveau 3, donc en aucun cas elle ne permet de démontrer un lien de causalité entre un facteur et une maladie. Elle ne montre qu'une association. Petite parenthèse vocabulaire, si les sujets que nous avions sélectionnés étaient tous issus d'une étude de cohorte avec des patients déjà sélectionnés, déjà admis à l'hôpital avec le même registre, et que nous réalisions alors notre étude cas témoin, on dirait qu'elle est nichée dans une cohorte. Parlons maintenant des études de cohorte. Prenons pour exemple l'obésité avec un IMC supérieur à 30. Nous allons réaliser une étude de cohorte prospective afin de voir si l'apparition d'AVC, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque est plus fréquente chez les patients obèses par rapport à des patients non obèses.
On parle donc d'études analytiques ou étiologiques, puisqu'on cherche à montrer qu'il existe une association entre la survenue d'une maladie, par exemple l'AVC, et un facteur d'exposition, ici l'IMC supérieur à 30. Si on cherchait à mettre en évidence l'incidence d'une maladie, on parlerait de cohorte descriptive longitudinale. Nous ne comparerions pas des groupes, mais chercherions à déterminer l'apparition de maladies chez un groupe d'individus. Il faut bien faire la différence avec les cohortes exposées et non exposées que nous allons voir ici, où nous allons comparer deux groupes, les obèses versus les non obèses. Notre étude va durer plusieurs années, et nous n'allons pas recruter tous les patients en même temps. On parlera alors de cohortes dynamiques ouvertes. Si nous choisissions d'inclure tous les patients seulement au début de l'étude, on parlerait de cohortes fixes ou fermées. Et comme elle va durer longtemps, nous nous exposons, tout comme pour les études pronostiques, au biais des perdus de vue. Il faudra donc bien spammer nos sujets pour avoir de leurs nouvelles. Quand on réalise une étude de cohorte, il faut bien la distinguer de l'étude cas témoin, car dans une étude de cohorte, on part d'un temps 0 pour aller jusqu'à un temps T1. Et si cette période de T0 à T1 a lieu dans le passé, on appelle cela une étude de cohorte historique ou rétrospective. Quand on est dans une étude cas témoin, on part du T1 et on va chercher des informations qui ont eu lieu au T0. C'est donc cette notion à bien comprendre pour distinguer les deux types d'études. Dans les études cas témoin, on remonte le temps, alors que dans les études de cohorte, on suit l'écoulement du temps, qu'on soit dans le passé dans les études rétrospectives ou dans le présent dans les études prospectives. À noter que dans une cohorte rétrospective, il n'est pas obligatoire d'obtenir le consentement des patients. Donc au début de l'étude, tous nos patients sont non malades, dans le sens où ils sont obèses, mais ils n'ont pas eu d'AVC, ni d'infarctus du myocarde, ni d'insuffisance cardiaque. On pourra aussi limiter le risque de biais de mesure, qui est un sous-type de biais de classement, en réalisant notre étude en aveugle, mais pas toujours réalisable en pratique. Parfois, l'exposition est difficile à masquer aux examinateurs. 10 ans plus tard, maintenant qu'on a récolté nos données, on va pouvoir les analyser. On peut réaliser des analyses en sous-groupes, à condition de les avoir prévues a priori, bien sûr, et on peut ajuster par analyse multivariée, s'il y a des facteurs de confusion à prendre en compte. Il faut savoir qu'un patient n'est pas forcément resté avec nous pendant 10 ans. Il n'a peut-être été là qu'à partir de la 2e année, ou au contraire, il est parti trop tôt. Quoi qu'il en soit, le temps de participation de chaque patient est très important lors des analyses. Le cumul des durées de participation de chaque personne permet d'obtenir le nombre de personnes années. Pour cela, on divise le nombre de cas par la somme des durées de suivi de chaque individu en année. Nous allons donc réaliser notre tableau de contingence, par exemple pour les AVC. Il y a eu 420 AVC pour 180 000 patients non obèses, contre 190 sur 46 000 chez les patients obèses. On va donc calculer non pas le ratio, mais le risque relatif pour les études de cohorte. Notre risque relatif, c'est le rapport de l'incidence estimée chez les exposés sur l'incidence estimée chez les non exposés. Dans notre cas précis, on est malade si on a eu un AVC et on est exposé si on est obèse. Le risque relatif est donc de 1,77. Il y aurait donc 1,77 fois plus de risque d'avoir un AVC chez les patients obèses que chez les non obèses. Il faudra bien préciser l'intervalle de confiance et le petit p dans les résultats. Bien sûr, comme il s'agit d'une étude de cohorte, nous avons aussi pu récolter des données sur le risque d'infarctus du myocarde ou encore d'insuffisance cardiaque. À partir d'une seule exposition, qui est ici l'obésité, on a pu déterminer le risque relatif de plusieurs maladies. À la différence donc des études cas témoins, où à partir d'une seule maladie, qui était la cysticercose, on cherchait à mettre en évidence plusieurs facteurs d'exposition. Et là encore, le risque relatif ne prouve en aucun cas un lien de causalité, mais seulement une association. Comme dit tout à l'heure, il faut bien faire la différence entre les cohortes exposées et non exposées que nous venons de voir avec les autres types de cohortes. Comment faire la différence ? Eh bien, ces cohortes-là ne sont composées que d'un seul groupe de patients, ayant des critères communs, un critère médical, une appartenance à un groupe professionnel ou un critère géographique, comme par exemple la population présente à Hiroshima pendant l'explosion nucléaire. On recrute les patients en fonction de l'exposition à différents facteurs que l'on souhaite étudier, puis on les suit sur une longue période pour détecter l'apparition de maladies ou de complications. À la fin, on compare les patients indemnes de la maladie versus ceux qui ont développé la maladie. Il existe un troisième type d'études, les études transversales. On inclut des patients dans notre étude, on recueille les informations le jour même et c'est tout.
Si on veut savoir quelle est la prévalence de patients atteints de VIH à Bordeaux en 2024, on réalisera cette étude. Par contre, si on voulait connaître le nombre de nouveaux cas VIH par an à Bordeaux, c'est-à-dire le nombre de cas incidents, on réaliserait plutôt une étude cohorte descriptive. Dans le champ des études interventionnelles, il existe aussi des études quasi-expérimentales. Elles consistent à évaluer l'impact d'un programme de prévention ou de dépistage. Avant-après, on compare un même groupe d'individus avant-après une intervention. Ici et ailleurs, on compare deux groupes différents, l'un ayant bénéficié du programme de prévention et l'autre non. Nous finirons par aborder les études épidémiologiques, en parlant des études de pratique. Elles consistent non pas à observer l'état de santé des patients, mais à évaluer les pratiques de soins réalisées par les professionnels de santé. Donc cette fois-ci, on mène l'enquête auprès des médecins. Deux façons de récupérer des données, soit de façon déclarative en appelant le médecin et en lui demandant son avis directement en lui distribuant un questionnaire le plus standardisé possible pour limiter les biais de mesure, ou de façon factuelle, c'est-à-dire en récupérant une source objective comme le dossier des malades pour obtenir des infos. Cette méthode-là est bien plus rigoureuse. Pour augmenter la validité externe d'une étude pratique, on peut procéder par tirage au sort quel professionnel nous allons questionner. Mais cela soulève un autre problème. Celui-ci va-t-il prendre le temps de nous répondre ? Cela provoquera alors un biais de sélection en cas de non-réponse trop élevé. Ces études peuvent être transversales, prospectives ou rétrospectives.